Bien, eh bien, on va partir non pas dans un musée, mais dans un trésor maintenant, celui de la cathédrale d'Amiens, dans un contexte assez différent, puisque les objets que je vais vous présenter ne sont pas forcément issus de collections ou de travaux de collectionneurs, encore que nous verrons quelques objets donnés par des collectionneurs d'outre-Manche. Et c'est une série d'objets qui, à la différence des objets de musée, ont pour vocation d'être toujours, depuis leurs origines, et surtout depuis la loi de séparation de 1905, affectés au culte. Donc ce sont des objets qui sont régulièrement utilisés, si leur état de conservation le permet, pour le culte catholique qui est desservi donc dans la cathédrale. Alors ce que je vous proposais aujourd'hui, c'est de voir quels avaient été les éléments qui ont permis de recréer un trésor de cathédrale à partir du Concordat de 1801-1802, compte tenu que la Révolution française, on n'en a pas encore tellement parlé en fait, a littéralement anéanti la production d'orfèvrerie et les collections d'orfèvrerie françaises d'Ancien Régime. On estime aujourd'hui que durant les fontes révolutionnaires qui ont été commises pour rembourser la colossale dette de l'État en 1792, eh bien, et année suivante, tout n'a pas été fondu en 6 mois, c'est plus de 99% de l'orfèvrerie d'Ancien Régime qui a disparu. Orfèvrerie, objet en or, en argent doré. Le cuivre a été un peu moins fondu puisque la valeur évidemment intrinsèque des objets en cuivre ne permettait pas d'en tirer grand-chose. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles la collection Bouvier en contenait autant. Alors à la restauration du culte en 1802, du trésor d'Amiens, il ne reste que 5 ou 6 pièces, peut-être une 7e dans les collections du musée de Picardie. François nous la montrera tout à l'heure, je pense. Et je voudrais vous montrer sur cette gravure tirée de l'histoire de la ville d'Amiens par le père Daire, qui a été publiée en 1757, eh bien, la seule vue à peu près plausible et exploitable de l'ancienne salle du trésor de la cathédrale d'Amiens, qui était située sur le flanc nord de cette cathédrale, au niveau des des 2e et 3e travées droites du chœur, du côté du palais épiscopal. Voyez-vous cette construction qui cache à l'est du portail de Saint-Firmin-le-Confesseur, sur le bras nord du transept, pratiquement tout le bas-côté. On n'en voit dépasser que les pignons triangulaires de ce bas-côté qui tiennent les toitures. Construction composée d'une cave, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un comble, à laquelle on accédait depuis l'intérieur de la cathédrale et qui a une porte qui existe toujours aujourd'hui, mais qui ne donne plus sur rien. Cette construction a été démolie en 2 temps. Cette trésorerie haute, sacristie, salle du trésor, a été premièrement découronnée au milieu du XVIIIe siècle, peu de temps après la publication de cette gravure, et finalement complètement détruite dans les années 1820-1830, peut-être jusqu'aux années 50. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et c'est dans cette partie haute qui était conservée, le trésor d'Amiens, qui n'est plus connu aujourd'hui que par des inventaires. On a eu la chance, et nous avons la chance de conserver aux archives départementales de la Somme exactement 10 inventaires du trésor de cette cathédrale qui nous permettent de comprendre comment il se composait. Il était divisé en 2 parties. Le trésor des chartes et des titres, c'est-à-dire les archives à proprement parler, et le trésor, comme nous l'entendons aujourd'hui, renfermant l'orfèvrerie, c'est la seule partie qui va m'intéresser aujourd'hui, les reliques, avec l'orfèvrerie ou en dehors de l'orfèvrerie, et la paramentique, une partie essentielle des trésors, mais que je ne traiterai pas du tout cet après-midi, la paramentique, c'est-à-dire tous les vêtements liturgiques, chapes, chasubles, dalmatiques, étoles, et je passe toute la série de ce qui est conservé, et dont la valeur est bien souvent identique au prix marchand
à l'orfèvrerie elle-même. Il ne faut pas, avec les yeux qu'on a longtemps eus et qu'on a encore au XXe et au XXIe siècle, considérer que le textile est un art mineur et que sa valeur serait inférieure à l'orfèvrerie d'or et d'argent. Le trésor était sous la responsabilité à Amiens du chapitre cathédral qui désignait comme trésorier, chose curieuse, l'évêque. L'évêque d'Amiens était responsable de la salle du trésor, mais en fait nommé un vice-trésorier. Et normalement, à chaque changement d'évêque, on devait faire un récollement du trésor en question. Ce qui nous vaut aujourd'hui, on n'a pas tout conservé, mais d'avoir conservé les inventaires de 1347, 1419, 1535, 51, 1667, 76, 87, 89, 92 et 1709. Ces 10 inventaires nous permettent de connaître, par le menu, eh bien, les centaines de pièces, je dirais même milliers de pièces, qui composaient le trésor de la cathédrale, quasiment intégralement fondu en 1792. Ici, je vous ai mis, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais la première page de l'inventaire de 1419 qui commence, comme tous les inventaires, par la pièce la plus qu'on considère comme la plus précieuse du trésor, le chef de Saint-Jean-Baptiste. Même si la relique principale vénérée à Amiens et la relique sont les reliques de Saint-Firmin, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est toujours le chef de Saint-Jean qui figure en premier sur les inventaires médiévaux et de l'époque moderne. Je vous le traduis, j'ai mis le texte latin juste à droite. En premier, nous avons la face du bienheureux Jean-Baptiste, montée dans un plat d'argent, muni sur le bord de pierres précieuses, à savoir des saphirs, des émeraudes, des grenats, des topazes, pélis, je dirais des perles, et au sommet du visage, sous un cristal, sont des pierres enchâssées, à savoir des saphirs et des émeraudes, et 5 grosses perles. Puis il continue à décrire le reliquaire. Ce reliquaire a été fondu également en 1792, mais la relique a été sauvée par le maire d'Amiens, Louis-Alexandre Lescouvet. Voyez aujourd'hui le trésor de la cathédrale tel qu'il a été reconstitué au 19e et au 20e siècle. Vous en voyez là une partie. C'est une pièce que vous pouvez visiter. Elle est ouverte tous les jours, sauf le mardi, au public, pour des visites qui vous sont proposées par le Centre des Monuments Nationaux. À la restauration du culte, en 1802, on se retrouve dans une cathédrale qui n'a plus d'ornement, c'est-à-dire plus de textile, et à laquelle manquent également tous les éléments qui servent aux luminaires, les croix d'autel, tout cela a été fondu, les lampes eucharistiques, les lampes de sanctuaire, les chandeliers qui étaient en argent massif, pour ceux de la garniture du maître-autel. Vous voyez ici le maître-autel qui date de 1755, qui avait reçu une garniture en argent massif au milieu du XVIIIe siècle, fondu durant la guerre de 7 ans, remboursé par le roi Louis XV, fondu en 92, et non remboursé par l'État évidemment, et en 1802, on a bricolé avec ce qu'on avait, c'est-à-dire des chandeliers de bois doré qui ont été installés. Et puis dans les années qui ont suivi, eh bien, le clergé, avec l'aide de l'État, alors le clergé, c'est-à-dire la paroisse, le chapitre, l'évêché, avec l'aide de l'État, je vous rappelle qu'on est sous le régime du Concordat, depuis 1801-1802, eh bien on passait des commandes à des orfèvres bronziers, parisiens la plupart du temps, de garnitures d'hôtel. Et là c'est une découverte qu'on a faite il y a 3 ou 4 ans, lorsque la garniture du maître-autel a été restaurée. Nous ignorions jusqu'alors de quand elle datait. On savait qu'elle n'était pas antérieure à la Révolution, mais enfin, on n'en savait pas davantage. Eh bien, les établissements Chamviron, qui ont travaillé à la demande de l'État il y a 3-4 ans, eh bien, ont nettoyé la garniture d'hôtel. Et en démontant ces chandeliers, voyez la taille, vous avez un personnage là qui vous montre la dimension. C'est des chandeliers qui font 2 mètres de haut, peu de choses près, il faut être 2 pour les porter.
eh bien, on a retrouvé les initiales de Louis-Isidore Choiselat, orfèvre bronzier parisien, né à Provins en 1784 et mort en 1953, et à l'intérieur, une dédicace à l'abbé Jean-Baptiste Dubas, curé de la cathédrale, 1823 à 59, et la date de 1839. Donc, j'ai évidemment été recherché tout de suite dans la comptabilité de la paroisse, du chapitre, des archives départementales. Rien, absolument rien, aucune mention d'achat de ces pièces qui ont peut-être tout simplement été offertes par un riche donateur, comme ce fut le cas au même moment pour le chemin de la Croix que Jean-Loup Leguet avait étudié il y a quelques années. Donc les archives sont muettes et grâce à une mention à l'intérieur d'un chandelier, on peut enfin dire de qui sont ces chandeliers et la croix d'autel que je vous présente ici. Magnifiquement conservée, un simple nettoyage a suffi, une dorure au mercure qui est encore impeccablement conservée aujourd'hui et qui sert toujours pour l'usage du culte aujourd'hui. Donc, ce n'est pas dans le trésor à proprement parler aujourd'hui que sont ces pièces, elles n'y sont pas incluses de manière juridique, si vous voulez, mais elles auraient fait, incontestablement, sous l'Ancien Régime, fait partie du trésor de la cathédrale, et j'ai donc voulu les ajouter. Ici, la pièce majeure que nous conservons et que nous ressortirons dimanche prochain, pas demain, mais la semaine prochaine, pour la présenter à la vénération des fidèles pendant toute la période de Noël et jusqu'à la fête de la purification de la Vierge, c'est le chef de Saint Jean-Baptiste. Cette face de Saint Jean, rapportée de Constantinople par un chanoine de Piquigny, qui l'a dérobé, tout simplement, dans une église dont il avait la charge à Constantinople en 1206, et qui l'offre à l'évêque d'Amiens, le 17 décembre 1206. Voilà pourquoi chaque 17 décembre, on ressort le reliquaire et sa relique. Du reliquaire médiéval, qui avait probablement été offert par le roi Charles VI et la reine Isabeau de Bavière, à moins que ça ne fût par leur fils Charles VII, eh bien, tout ou presque a disparu durant la Révolution. La relique est retirée et protégée par le maire d'Amiens, qui la rend à l'église après la Terreur, et le cristal de roche est lui également conservé. Ce cristal de roche que vous voyez à peine, puisqu'il est parfaitement transparent, qui est taillé en cabochon, qui est une pièce exceptionnelle, que le musée de Cluny nous avait demandé d'ailleurs pour l'exposition qui a lieu actuellement et que nous avons refusé de prêter. La relique n'a jamais quitté Amiens. Donc on n'a pas voulu créer de précédent, elle est restée au trésor, vous pouvez la voir et vous la verrez dès la semaine prochaine dans la cathédrale. Eh bien, quand la relique et le cristal sont rendus à l'église, on confectionne rapidement un plat en étain pour pouvoir vénérer la relique en question. Et puis en 1876, un riche donateur qui a voulu rester anonyme, mais dont nous savons très bien de qui il s'agit, puisque par des recoupements, on a pu déterminer que c'est Charles Salmon, qui devait être membre de la société, qui a passé commande à Placide Poussiel-Gueruzan, un des plus grands orfèvres parisiens du moment, né en 1824 et mort en 89, qui est d'ailleurs un des successeurs qui a repris le fonds de Choiselat que je vous ai présenté un tout petit peu plus tôt, qui refait, à partir de la gravure publiée par Ducange en 1665, le reliquaire que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire un plat d'argent doré, avec sur le marli des pierres semi-précieuses, et sous le cristal, qui est enchâssé qui encastre la relique, eh bien, un masque d'argent doré avec en émail l'authentique, si vous voulez, de cette relique, rédigé en grec, qui nous indique qu'il s'agit bien de Saint Jean le Baptiste, le précurseur exactement, avec la figure du Baptiste qui est présentée ici, désignant l'agneau de Dieu. Voilà, c'est un reliquaire qui est muni d'une custode, d'un système d'un couvercle de protection, également de Poussiel-Gueruzan, qui lui est une invention de l'orfèvre. Nous n'avions pas le dessin de la custode d'Ancien Régime, donc là c'est une invention pure de l'orfèvre parisien qui a beaucoup travaillé à Amiens à ce moment-là. Donc vous voyez que Poussiel, qui travaille les émaux à fond bleu essentiellement, s'est évidemment énormément inspiré également de l'émaillerie limousine. Du trésor médiéval et du trésor d'Ancien Régime subsiste, outre le chef de Saint-Jean, puisque je le compte, même si le reliquaire n'est plus complet, eh bien 4 éléments dont la hauteur ne dépasse pas
7 ou 8 cm, qu'on appelle des pentacoles. Je n'ai pas su l'écrire au pluriel. Est-ce qu'on met un S à pan? Donc je me suis abstenu de... Et dans le dictionnaire, on ne trouve pas le terme, évidemment. Donc ces deux pentacoles du XVe siècle, en argent doré, émail, cristal de roche, vous voyez qu'il reste quelques émaux sur celui de droite. Eh bien, ces deux objets, en relisant l'inventaire de 1667, on les trouve désignés, et ils étaient utilisés à l'époque par les chanoines du chapitre, qui les suspendaient autour du cou, contiennent des petites reliques, et qu'ils utilisaient lors des processions générales à travers la ville d'Amiens. Deux croix pectorales, également provenant de l'ancien trésor, qui figure sur l'inventaire de 1667, l'une qui devait enchasser probablement un fragment de la vraie croix, et l'autre également avec un cristal de roche qui sert de protection, qui date des XVIe et du début du XVIIe siècle. Et puis, dernier élément, qui n'est pas vraiment parlé un objet liturgique, c'est un pentacole, ou plutôt un pendentif, qu'on appelle aussi un chef Saint-Jean, en or émaillé cristal de roche, contenant une perle disposée en poire et deux miniatures qui représentent sur une face le chef de Saint-Jean-Baptiste, la tête de Saint-Jean, donc relique majeure amiénoise, et de l'autre côté le blason de la ville d'Amiens, qu'on date entre 1610 et 1640, et qui est un objet de prix qui était offert par la ville d'Amiens, par le chapitre d'Amiens, aux princes ou autres souverains qui faisaient leur entrée solennelle dans la ville d'Amiens et qui figurent sur les inventaires de la fin de l'Ancien Régime également. Donc voilà tout ce qui nous restait du trésor. Pour l'usage liturgique, c'est fort mince, bien évidemment. En 1850, l'évêque d'Amiens, qui est Antoine de Saligny, évêque ultramontain, bon, tous le sont à l'époque de toute manière, qui, par le concile de Soissons, en 1851, rétablit la liturgie romaine pure dans le diocèse d'Amiens, eh bien, proche du pape Pie IX, proche également du cardinal Wiseman, ça a son importance, puisque la provenance est britannique pour cette chasse, le cardinal Wiseman qui rétablit la hiérarchie catholique en Angleterre à cette époque et qui doit être proche du duc de Norfolk, qui est le maître des cérémonies royales encore aujourd'hui en Angleterre, qui est un lord catholique, il y en a fort peu en Angleterre. Eh bien, le duc de Norfolk, ami, ou on suppose ayant des relations assez fortes avec l'évêque d'Amiens, eh bien, fait cadeau à Antoine de Saligny de cette chasse d'orfèvrerie mosane qu'il avait acquise en 1848 dans le Brabant, en Belgique donc, dans la paroisse de Meldert. Cette paroisse, qui était dédiée à Saint-Hermelinde, eh bien, souhaitait avoir une chasse neuve pour remplacer la vieille chasse médiévale datée de 1236 et la met en vente en 1847. L'État belge ne la rachète pas, et des rabatteurs qui travaillent pour Norfolk la rachètent en 1948, et lui l'offre à l'évêque d'Amiens en 1950, et en 1851, Antoine de Saligny transfère dans cette chasse eh bien, les reliques du premier évêque d'Amiens, Saint-Firmin le Martyr, et elles y figurent toujours aujourd'hui. Cette chasse est sortie une fois par an, le jour de la Saint-Firmin, et puis à l'occasion d'un sacre d'évêque ou d'un enterrement d'évêque, dont vous la verrez au moins une fois sortie chaque année du trésor. Et c'est probablement Norfolk qui a fait restaurer la crête et les trois bulbes que vous voyez ici, sur le mur Goutreau, 6 apôtres, sur le pignon, eh bien, la figure de Saint-Hermelinde, une figure qui est postérieure d'ailleurs à la chasse elle-même, et sur l'autre pignon, eh bien, la figure du Christ bénissant et les 6 autres apôtres. Voilà, c'est une des pièces majeures contemporaines de la cathédrale, mais qui en rien n'est de provenance amiénoise. C'est une œuvre brabançonne, mosane, enfin, qui vient de l'actuelle Belgique. Norfolk ne s'arrête pas là, il fait don à l'évêque d'Amiens de ce ciboire d'exposition, ciboire de dimension impressionnante, hein, il fait peut-être 60 cm de hauteur, c'est pas le ciboire qu'on utilise pour donner la communion aux fidèles, vous doutez bien, en argent doré,
et qu'on a longtemps daté du 19e siècle parce que l'objet nous échappait un peu au point de vue de son style. Et Martine Plouvier, qui était là tout à l'heure, a identifié les poinçons et on peut attribuer avec quasi-certitude ce ciboire à l'orfèvre Anthony Lepisse, donc 1647-1736. On y a le poinçon de la ville d'Anvers et on peut le dater de 1701-1702. Et il était donné quelques années après la chasse de Saint-Firmin, en 1853, à l'évêque, qui l'a laissé à son tour au trésor de la cathédrale. C'est une pièce importante et que je tenais à vous montrer. Autres dons, et qui ont une provenance picarde cette fois-ci, 3 ensembles prestigieux qui sont 3 épaves mises à l'abri durant la Révolution par la dernière abbesse de l'abbaye du Paraclet. Alors Paraclet, c'est à 7-8 km au sud-est d'Amiens, sur la commune de Boves, une abbaye cistercienne fondée au tout début du XIIIe siècle, si mes souvenirs sont bons, par des seigneurs de Boves qui s'en revenaient de la 3e croisade, si mes souvenirs sont exacts, et qui avait un trésor également assez important. Et ici, je vous les montre dans le désordre, un gobelet reliquaire qui contenait jusqu'au XIXe siècle des reliques de Saint Basile. Qu'étaient-ce les reliques qu'il contenait au Moyen-Âge, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le gobelet est vide. Probablement un gobelet civil qui a été monté et qui a été transformé en reliquaire avec ce magnifique cristal de roche taillé à facettes. Et cet objet a été donné par les nièces de la dernière abbesse du Paraclet à l'évêque d'Amiens, Jacques-Antoine Boudinet, en 1858, celui que vous avez vu ce matin sur le tableau de l'épidémie de choléra. D'ailleurs, il ne devait pas être à l'Hôtel-Dieu, mais on l'a rajouté sur le tableau. En tout cas, au moins vous avez vu sa tête. Je n'ai pas voulu vous montrer les têtes de ces personnages. Je me contente des objets cet après-midi. Objet majeur, c'est peut-être le plus bel objet de la collection du trésor de la cathédrale. Alors, le gobelet du Paraclet, la croix reliquaire, ne sortent pas, elles sont beaucoup trop fragiles. Cette croix reliquaire qui date des environs de 1200, en argent doré, niel, avec des filigranes, des entailles antiques, des émaux, des cabochons, des perles fines, des pierres précieuses, eh bien, fait partie du même lot. Cette croix processionnelle, probablement, elle est vraiment ornée sur ses 2 faces, a figuré il y a peu à l'exposition sur la Renaissance entre Île-de-France, Champagne et Picardie, autour de 1200, au musée du Moyen-Âge, à l'hôtel de Cluny. Voilà incontestablement un des chefs-d'œuvre de la collection que je vous invite à aller contempler de près, bien évidemment. Et puis, dernier objet provenant du Paraclet, cette couronne reliquaire, votive, de ces couronnes qu'on suspendait aux voûtes des chapelles, généralement, et qui, ici, est un objet d'argent doré, d'or, avec cabochon gemme et de très beaux émaux sur basse taille, et qui provient également de l'abbaye du Paraclet. Antoine de Salinis, nous sommes en pleine renaissance de l'art gothique. Vous avez vu avec l'Escalopier le goût que l'on a pour cette architecture. Et c'est l'époque où les orfèvres vont répondre à des commandes qui vont essayer de faire correspondre à l'art gothique du XIIIe siècle leur production orfèvrée. Et en 1853, le chapitre de la cathédrale commande à l'orfèvre parisien François-Désiré Froment-Meurice cette crosse épiscopale qui est une crosse reliquaire. Vous voyez que dans le crosseron, vous avez une petite châsse en argent et en verre ou cristal, je ne sais plus précisément, qui contient des reliques de Saint-Pie et de Sainte Eudosie. En fait, c'est pour la grande fête de la translation des reliques de Sainte Eudosie qui a lieu le lendemain, c'est-à-dire le 12 octobre 1853, que le chapitre offre cette crosse à l'évêque d'Amiens, et l'évêque d'Amiens, lorsqu'il est nommé archevêque d'Auch, ce qui n'est pas vraiment une promotion, en tout cas, lorsqu'il part à Auch, eh bien, laisse sa crosse au trésor de la cathédrale, qui la conserve toujours aujourd'hui. Ces crosses épiscopales, je vous le dis parce que c'est un point un peu particulier, elles sont bien souvent propriété des prélats,
et il n'est pas rare d'en trouver aujourd'hui en salle des ventes pour les 19e et 20e siècles, parce que, sauf s'ils en ont fait don au chapitre ou au trésor, eh bien, ça passe dans leur succession et ça fait généralement des prix assez impressionnants. Une crosse de Froment-Meurice aujourd'hui, ça fait plusieurs dizaines de milliers d'euros sans aucun problème. Donc celle-ci a été classée, comme tous les objets que je vous ai montrés auparavant, au titre des monuments historiques et rien n'empêcherait l'évêque d'Amiens de s'en servir actuellement pour une cérémonie particulière. Ici, c'est un don de prêtre que connaît bien une de nos collègues, puisque ce calice a ceci d'extraordinaire. Je ne l'ai pas mis sur... c'est un oubli. Ce calice et cette patène sont en or massif. C'est un prêtre qui est l'abbé Louis Mulot, qui était curé de l'église Saint-Leu d'Amiens, qui l'a offert au trésor de la cathédrale, probablement à la fin de sa vie, ou je ne sais plus s'il l'a offert de son vivant ou dans son testament, peu importe. Et ce calice en or lui avait été offert par les paroissiens de sa paroisse, la paroisse Saint-Leu, suite à une rocambolesque affaire qui avait défrayé la chronique dans les années 1880 et injustement accusé, donc dans un contexte politico-religieux des plus tendus, entre catholiques et anticléricaux, l'abbé Mulot fut arrêté et emprisonné suite à une odieuse accusation soutenue par de faux témoignages. Et pour lui faire passer l'amertume de cet emprisonnement, eh bien, une fois innocentés, les fidèles firent une souscription publique qui récolta 4000 francs, qui permirent de lui offrir ce calice et cette patène, dû à l'orfèvre parisien Jean-Alexandre Chertier, et qui représente au-dessus du nœud la figure de Saint-Michel terrassant le dragon, autrement dit terrassant le mal, tandis que sur le pied figurent les 3 vertus théologales. Une des pièces majeures aussi du trésor qui peut toujours être utilisée. Et puis ici, un autre don. Alors, le don qui nous est signalé pour une pièce d'orfèvrerie ancienne, puisque celle-ci, le poinçon, nous montre qu'elle date de 1621 et qu'elle a été produite dans la ville de Mons, ou dans les environs de Mons, est un don des princes de Croÿ, probablement d'un de leurs descendants, qui est l'abbé Pierre Gray, qui était cérémoniaire à la cathédrale, personnage haut en couleur, si on peut dire, qui a laissé des lignes assez sulfureuses, que je vous invite à lire. C'est une littérature tout à fait intéressante, qui date des années 1980, mais qui était un homme qui a su, comme cérémoniaire, rassembler dans sa cathédrale et offrir au trésor des œuvres tout à fait intéressantes. Et comme il était apparenté au Croÿ, c'était un enfant naturel d'un prince de Croÿ, eux-mêmes possessionnés dans le Hainaut, eh bien, il a fait cadeau de cette magnifique monstrance, qui est en fait là pour disposer non pas une relique, mais le Saint-Sacrement, tout simplement, et qui vous montre la forme ancienne des monstrances eucharistiques. On en a vu plusieurs qui étaient dessinées dans les collections des Dutoit tout à l'heure. Donc vous voyez que c'est un procédé qui est toujours en usage, cette forme de monstrance, au début du XVIIe siècle. On passera ensuite au soleil, à l'ostensoir que nous connaissons aujourd'hui. Pour rehausser les cérémonies pontificales, eh bien, avec l'aide de l'État, bien souvent, mais on ne retrouve pas forcément les factures ni les commandes passées, les archives sont parfois un peu lacunaires, ou alors on n'a pas retrouvé aux endroits où ça devrait être ces éléments comptables, eh bien une chapelle, cette chapelle qui a eu un succès phénoménal, puisqu'on la trouve à Angers, on la trouve à Moulins, on la trouve à Notre-Dame de Paris, on la trouve à Amiens. Elle est produite par Placide Poussiel-Gueruzan, donc l'orfèvre parisien, et c'est la copie de la chapelle dessinée par le révérend père Martin, Henri Martin, exécutée par Poussiel-Gueruzan pour le sacre de Monseigneur de Dreux-Brézé, donc en 1850, et celle-ci a été exécutée pour le sacre de Monseigneur Bataille à Amiens en 1873, très probablement. Elle est complète. Vous voyez que vous avez le calice, la patène avec ses émaux bleus typiques de Poussielgue, le ciboire, le plateau avec les 2 burettes pour l'eau et le vin, et la clochette épiscopale. Ne manque que le bougeoir, que nous n'avons pas ici à Amiens, mais qu'on trouve en d'autres lieux. Chapelle qui est encore régulièrement utilisée aujourd'hui pour les messes pontificales. En gros, plus on utilise ce type d'orfèvrerie, mieux ça vaut, puisque ça permet
l'a laissé propre, ce qui n'est pas vraiment le cas sur la photographie que je vous montre ici. Et puis redécouvert il y a peu, au fond d'un placard, vous savez, on trouve toujours au fond de nos sacristies quantité de choses. La sacristie d'Amiens, c'est pas un petit morceau, hein, c'est absolument énorme. Et bien cet ostensoir que j'ai mesuré hier matin, il fait 90 cm de hauteur, difficile à emporter en procession, sur 43 cm de largeur au niveau le plus large, et ce bassin et cette aiguière, qui sont tous deux produits par Placide Poussiel-Gueruzan également. Le bassin et l'aiguière sont utilisés toujours pour le lavabo lors des messes pontificales, et en bronze doré et en émaux sont dans une boîte coffret signée Placide Poussiel-Gueruzan avec l'adresse rue Cassette à Paris, hein, dans le quartier de Saint-Sulpice, pas très loin, près de la rue de Rennes. Il y a la même exactement qui est conservée à Notre-Dame de Paris et qui a dû être probablement commandée, achetée, offerte par l'État, enfin on ne sait pas précisément, dans les dernières années du Second Empire, très probablement, ainsi que l'ostensoir que vous avez juste à gauche, qui est assez proche de l'ostensoir dessiné par Viollet-le-Duc, qui est actuellement présenté au musée du Louvre dans l'exposition consacrée au trésor de Notre-Dame de Paris, que je vous invite à aller voir. Et puis toujours dans cette nécessité de magnifier le sanctuaire de la cathédrale, eh bien, une commande est passée, toujours à Placide Poussiel-Gueruzan. J'ai retrouvé la facture cette fois, c'est pas souvent le cas, en 1879, de cette colombe eucharistique que beaucoup connaissent. Hein. C'est une des rares colombes eucharistiques toujours en activité en France aujourd'hui. En argent massif, on a retrouvé les poinçons, et puis elle a été restaurée il y a 4 ans à peu près. Vous la voyez ici suspendue sous le pavillon, sous la grande gloire du maître-autel, et vous la voyez à droite prise de profil lorsqu'elle est remontée. Vous voyez la taille de la main du restaurateur qui vous donne quand même l'envergure de ces pièces d'orfèvrerie qui ne sont pas de petits morceaux, hein, loin de là, et qui ont repris place à l'endroit même pour lesquels ils ont été conçus à la fin du XIXe siècle. J'en viens maintenant aux dépôts communaux, il me reste 5 minutes peut-être, et vous savez que depuis 1913, la loi sur les monuments historiques, eh bien, a ceci de particulier, c'est qu'elle a permis, dans chaque diocèse, que soit organisé officiellement un trésor qui puisse recevoir les objets affectés au culte, qui pourraient être conservés en toute sécurité dans les églises paroissiales du diocèse, du département, si vous voulez. Et certains des objets, parmi les plus précieux qui sont aujourd'hui conservés au trésor et qui ont augmenté considérablement les pièces qui y sont présentées, eh bien, proviennent de ces dépôts communaux consentis ou forcés, puisque des fois on oblige les communes à déposer au trésor même pour des raisons de sécurité. Et la châsse de Saint-Furcy, qui était exposée à l'exposition qu'on a vue tout à l'heure grâce à François Séguin en 1860 à l'hôtel de ville d'Amiens, propriété de la commune de Guéchard, et qui a été faite pour Guéchard. Hein. Les mentions gravées sur le reliquaire lui-même nous disent très bien qui a offert ce reliquaire. La date n'est pas précisée, mais nous sommes au début du XIVe siècle. La châsse de Saint-Furcy, qui n'est pas de très grande dimension, elle doit faire à peu près 25 cm de longueur, hein, pas davantage, mais qui est un des rares exemples de chasse en argent, toujours conservé dans notre département. Et puis ici, autre dépôt communal, qui vient de la commune de Pont-Remy, mais pour un objet votif, une statuette de la Vierge et de l'Enfant sur un socle, probablement un des cadeaux offerts dans le cadre du mécénat de la confrérie, non pas du puits d'Amiens, mais du puits d'Abbeville, du puits de la Conception, je crois, et qui a été retrouvé lors de la démolition de l'église Saint-Georges d'Abbeville en 1797, dans cette église, et acquise par le curé de Pont-Remy, bref, qui est devenu propriété de la commune, et qui est déposée au trésor aujourd'hui. Le poinçon de l'orfèvre Jean Gallet d'Abbeville a été lu et identifié, et la date de 1594 a pu être établie avec précision. Et puis, dépôt magnifique, qui est le bras reliquaire de Saint-Christophe, qui provient de la commune de Mareuil-Cobert, du début du XIIIe siècle, sur une âme de bois avec ses feuilles d'argent, et puis les filigranes qui marquent les ors froids de
la dalmatique ici, avec les orfrois de cuivre ciselés pour l'orfrois de l'aube que vous avez juste à la base de la main, et qui nous rappelle les très nombreux bras reliquaires qui étaient dans l'antique trésor d'Amiens, le bras reliquaire de Saint-Firmin, de Saint-Honoré et j'en passe, objets qui servaient généralement à l'évêque d'Amiens pour donner l'absolution et pour donner la bénédiction aux fidèles lors des fêtes particulièrement importantes comme celle du Jeudi Saint. Et donc vous avez ici le rappel de ces objets qui ornaient jadis le trésor d'Amiens avec une pièce exceptionnelle, heureusement préservée des fontes révolutionnaires provenant de Mareuil-Cobert. Et je terminerai, enfin, ce sont juste quelques échantillons que je vous montre, je n'ai pas voulu vous faire l'étalage de vingtaine, de cinquantaine de calices, mais je terminerai par un ostensoir qui est un des derniers dons, peut-être un des dons les plus émouvants, un don de fidèles, ou d'une famille de fidèles en tout cas, un ostensoir qui a été offert en 1919 par monsieur et madame Derriard, des Lyonnais, à la cathédrale d'Amiens en souvenir de leur fils, Louis Derriard, qui est mort au champ d'honneur en octobre 1916 à Maurepas, lors des combats de la bataille de la Somme, donc tout près d'Amiens, et qui ont voulu, par cet ostensoir commandé au plus grand artiste orfèvre lyonnais de l'époque, qui est le fils du grand Armand Callias, là ce n'est pas le Callias père, c'est Callias fils, Joseph Armand, dont vous avez les dates, et qui ont offert leurs bijoux, diamants, émeraudes, rubis, saphirs, topazes, etc., pour orner donc la lunule et pour orner l'intégralité de cet ostensoir, où, chose encore plus précieuses par l'émotion qui s'en dégage, sont placés sous le pied, que vous ne voyez pas ici précisément, mais les lapis lazuli du chapelet du jeune défunt qui est mort à 20 ans et qui s'est offert un peu comme une hostie mort au champ d'honneur pour la France, avec le parallèle qui a été fait par ses parents, comme le sacrifice, rappelant le sacrifice du Christ pour le salut des hommes, et qui est bien marqué dans l'ostensoir que vous avez juste ici, et qui est une des pièces majeures ajoutées au trésor d'Amiens, donc au commencement du XXe siècle. Donc vous voyez, on sortait un peu de notre champ de collectionneurs, même si quelques objets sont arrivés par le truchement de quelques-uns de ces grands collectionneurs européens, comme le duc de Norfolk au milieu du XIXe siècle, pour voir dans les trésors d'église de très nombreux trésors d'orfèvrerie, dont certains remontent fort heureusement à l'Ancien Régime et au Moyen Âge. Je vous remercie pour votre attention.